Il est 11h31, on a un agenda bien chargé devant nous, donc je vous propose qu'on démarre. Déjà un grand merci à tous, d'être, aussi nombreux pour ce webinaire. On est ensemble pour, 1 heure, on va avoir une discussion pendant 45 minutes à peu près avec nos 4 experts. Et puis on aura une session de questions-réponses à la fin. Vous avez normalement tous accès à une boîte à questions, au sein de Zoom, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions, au cours du webinaire. On les traitera en revanche à la fin si ça vous va, de manière à laisser, le temps à nos experts, de partager leur point de vue, leurs réponses aux questions qu'on a préparées pour eux aujourd'hui. Hem On va démarrer du coup avec un petit tour de table, pour que vous ayez, un aperçu de qui ils sont, de quoi ils vont vous parler aujourd'hui. Un petit mot peut-être juste sur la jeunesse de ce webinaire, sur lequel on travaille tous ensemble depuis le FIC. Et l'idée c'était d'unir nos forces, nos expertises, en tant qu'entreprise, française avec certains des racines communes d'ailleurs, à l'Annecy notamment. Et l'idée, c'est de vous donner un panorama assez complet d'un sujet, d'actualité, fort que sont les JO, même si en ce moment, d'autres actualités, prennent le pas, mais on verra aussi à quel point, il y a des intrications entre tous ces thèmes. On va commencer avec, la présentation peut-être de Stéphanie pour Alcyone. Oui, merci Marie. Et ben, bonjour à tous, ravie d'être là aujourd'hui, aux côtés de mes camarades. Donc moi, je suis Stéphanie, la fondatrice d'Alcyone. Nous, notre métier chez Alcyone, c'est la gestion de crise d'origine cyber et donc ça se matérialise par la préparation des organisations pour faire face à ces différentes crises, par de l'entraînement, de l'accompagnement et puis, de la gestion de crise à chaud parce qu'on accompagne aussi, au travers de notre astreinte, 24/7, les organisations qui sont victimes de cyberattaques, dans le cadre desquelles on intervient, en complémentarité des équipes de réponse à incidents. Super, merci Stéphanie. Colline? Bonjour, donc Colline, moi je fais partie de l'équipe TDR de Sequoia, je suis analyste stratégique en Threat Intelligence, renseignement sur la menace cyber. Et donc Sequoia, on propose une plateforme XDR de détection de la menace. Et à cet aspect détection, on y ajoute une partie renseignement sur la menace pour mieux comprendre les attaquants, leurs motivations, mieux anticiper et se protéger. Merci Colline. Alexandre? Bonjour à tous, ravi d'être ici. Donc Alexandre Gelangard, je suis cofondateur et directeur général de Citalid et je pilote également l'activité de Threat Intelligence au sein de l'entreprise. En quelques mots, Citalid propose une plateforme en SaaS de pilotage des risques cyber qui combine de façon assez unique la quantification financière et le renseignement stratégique sur les menaces informatiques. Concrètement, nous évaluons financièrement en fait l'exposition aux risques cyber de nos clients, mais les chiffres sur des scénarios d'attaque, et on propose en fonction de leur contexte métier les meilleures stratégies d'investissement à adopter, aussi bien en termes de cybersécurité que de cyberassurance. Il faut bien comprendre que en fait le renseignement sur les menaces informatiques que nous produisons, c'est le carburant de notre algorithmique quantification financière, et c'est ce qui nous permet de proposer des analyses de risques dynamiques qui sont en phase avec la réalité du terrain de la menace informatique. Merci. Et pour terminer, Samuel? Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis également ravi d'être parmi vous dans ce webinaire. Donc, je m'appelle Samuel, je suis le cofondateur de Filigrane, qui est une société qui édite une suite qui permet de manager l'ensemble de ces menaces cyber. L'objectif principalement, donc Filigrane, on édite deux logiciels, OpenCTI et OpenBAS, qui font partie d'une suite qui permet à la fois d'agréger et d'opérationnaliser du renseignement d'intérêt cyber et ensuite de l'utiliser à des fins d'entraînement pour vérifier sa posture de sécurité. Donc, ce qu'il faut comprendre effectivement, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises qui font du renseignement ou qui utilisent du renseignement peuvent avoir un certain nombre de difficultés à opérationnaliser, à utiliser ce renseignement, notamment à des fins de détection ou à des fins justement pour vérifier leur posture de sécurité. Et c'est exactement l'objectif de la suite Extended Threat Management de Filigrane. Merci Samuel. Hem,
Maintenant que vous avez, un bon aperçu de qui est autour de la table, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler déjà, purement des JO, avec une question pour Alexandre, sur la portée, en fait, de cet événement et son envergure. On en parle évidemment beaucoup, mais est-ce que, on peut avoir un petit aperçu des chiffres de ce que ça représente? Bien sûr, merci Marie. Alors, je pense que je vais rien vous apprendre en vous disant que cet événement représente une dimension logistique colossale et une envergure médiatique planétaire avec des enjeux de rayonnement rares pour la France. Les JO, c'est 1,5 milliard de téléspectateurs, 15 millions de spectateurs attendus, plus de 10 000 athlètes et entre 10 et 15 000 journalistes. Entre 15 000 et 25 000 journalistes. Et d'un point de vue économique, c'est également des enjeux très importants puisque les JO pourraient générer entre 6 et 11 milliards d'euros de retombées économiques entre 2018 et 2034, selon le CIO et simplement pour Paris et l'Île-de-France, avec une fourchette de coûts estimée pour l'heure entre 3 et 5 milliards d'euros selon la Cour des comptes. Et puis surtout, ce qui est important aussi d'un point de vue de la threat intel, donc du renseignement sur la menace, c'est qu'il y a une dimension symbolique très forte. Au-delà du contexte géopolitique sur lequel on va revenir, cette édition des Jeux intervient un siècle pile après les derniers JO de Paris. Et puis, on a d'autres événements. La flamme arrivera le 14 juillet à Paris. Et évidemment, les dates symboliques sont souvent prisées par les attaquants pour augmenter l'impact psychologique et attacher un narratif. Dernier événement extrêmement symbolique, c'est évidemment la cérémonie d'ouverture sur la Seine, qui aura lieu le 26 juillet, qui en elle-même est un événement symbolique, tant en fait elle représente un défi logistique et sécuritaire exceptionnel. On sait très bien que le moindre cafouillage sera instrumentalisé pour amplifier et amplifié par des réseaux de désinformation. Merci Alexandre. Maintenant qu'on a bien compris, l'ampleur, Stéphanie, dans quel état d'esprit, sont les entreprises, que vous accompagnez là chez Alsiconi? Vous êtes, au plus proche justement heu, voilà, de leur état d'esprit, de leur, état de préparation à cet événement donc comment elles se sentent? Le micro est coupé, Stéphanie. Ce qu'on voit, c'est vraiment, 2 typologies d'organisations un peu différentes là. Certaines qui, s'arrachent les cheveux, pour organiser toute cette période estivale, aussi bien, mais on y reviendra, pour assurer des ressources pendant cette période de crise que tout simplement pour, savoir, qu'est-ce qu'on fait de tous nos collaborateurs et là, je pense notamment à tous ceux qui se trouvent en région parisienne. Donc il y a ce premier challenge-là. Les organisations qui effectivement sont dans une phase de préparation, très intensive de toute cette période, sentant bien, la menace, qui s'accentue, la date de démarrage des JO, approchant. Et puis, on a de l'autre côté des organisations qui n'ont pas du tout, ou en tout cas pas vraiment conscience de la période qui s'annonce et des répercussions que ça peut avoir, notamment d'un point de vue cyber. Donc nous, c'est vraiment l'état d'esprit qu'on voit aujourd'hui auprès des différentes organisations. Merci Stéphanie. Une question pour Colline, et Samuel. On sait donc il y a un agenda, sportif, très chargé, au-delà des JO. Il y a l'Euro, en ce moment, alors que Roland-Garros vient juste de se terminer. Mais il y a aussi un agenda électoral d'autant plus chargé, notamment depuis 2 semaines, des conflits géopolitiques. Donc, comment tout ça, en fait, s'agrège et dans quel contexte on est quand on met, cet agenda, sportif, électoral et géopolitique, en perspective? Oui, du coup, Marie, tu as rappelé un petit peu ce contexte qui est particulièrement agité. Donc, d'un point de vue géopolitique, déjà, on a plusieurs conflits ouverts qui ont un impact important à l'échelle internationale, mais aussi sur la tendance qu'on observe de la menace cyber. Et le deuxième aspect sur ce plan géopolitique, c'est les tensions qu'il y a en ce moment entre des grandes puissances qui disposent elles aussi de capacités cyber sophistiquées. Et donc, ça génère, enfin, ces rivalités, elles peuvent avoir une répercussion dans le cyberespace, et notamment en vue des Jeux, où on va avoir une forte concentration de délégations étrangères, une forte visibilité, pardon. Ça peut amener des attaquants à cibler particulièrement cet événement pour, pour répondre à ces tensions-là. Quand on regarde un peu les conflits ouverts, on a vu par exemple que dans le cadre du conflit russo-ukrainien, on a vu une augmentation de l'activité des groupes activistes. Donc, c'est des groupes qui vont plutôt faire valoir des revendications politiques et idéologiques en menant des opérations souvent à forte visibilité, mais qui sont peu sophistiquées techniquement. On a beaucoup de dénis de services, de d'effacement de sites. Et cette activité, elle a
explosé depuis 2022, donc ça peut générer des menaces importantes dans le cadre des jeux, puisque ces acteurs ont déjà ciblé la France notamment. On a aussi vu l'emploi très important de wipers, qui sont des logiciels malveillants qui permettent de supprimer les données d'un système infecté. Donc on sait que des modes opératoires étatiques liés à la Russie disposent de ces capacités-là, qui peuvent être utilisées ensuite dans les opérations de sabotage. Donc pareil, c'est à mettre en perspective avec les jeux. Et le troisième aspect qu'on a vu aussi, c'est une forme de collaboration ou de porosité en tout cas entre des acteurs activistes et des modes opératoires étatiques. C'était le cas en Ukraine avec la compromission, par exemple, d'une agence de presse ukrainienne par un mode opératoire étatique sans norme et après de la fuite de données de cette agence-là via un groupe cybercriminel. Et ça s'observe aussi dans le cadre du conflit entre Israël et le Hamas, où on a par exemple des modes opératoires étatiques, iraniens, pardon, qui derrière des groupes activistes vont mener des opérations contre des entités israéliennes. Donc on a vraiment ce contexte géopolitique qui est important à comprendre quand on parle de la menace cyber en vue des Jeux Olympiques. Et le deuxième aspect que je mentionnais, c'est bien sûr les tensions internationales. On a par exemple les tensions entre la Chine et les États-Unis en mer Méridionale, entre la Chine et l'Union européenne d'un point de vue économique, ou encore entre la Russie et l'OTAN. Et tout ça, ça peut amener bien sûr à des attaques par des modes opératoires étatiques pour l'espionnage, ou encore par des groupes activistes pour de la déstabilisation. Et en plus de ce contexte géopolitique, comme je le rappelais, on est sur une année électorale particulière, parce qu'en 2024, on a plus de 54% de la population mondiale qui a appelé aux urnes. Donc ça, encore une fois, c'est une fenêtre d'ouverture pour les attaquants qui peuvent, d'une part, mener des attaques de protestation. Je parlais des groupes activistes avec des revendications politiques et idéologiques. On peut aussi avoir de la déstabilisation de partis politiques, de personnalités politiques, de gouvernements, avec, par exemple, des opérations de compromission et de fuite de données, ou encore de l'influence. Pour influencer bien sûr l'opinion publique. Est-ce que tu peux Oui. compléter là-dessus, Samuel, sur l'influence? Oui, effectivement, et c'est ce qu'on observe aussi chez l'ensemble de nos clients. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans cette année, effectivement, avec un contexte électoral qui est très très particulier, et effectivement tout ce qu'a évoqué Colline sur les différents conflits et l'état géopolitique du monde, ce qu'on peut observer, c'est ce continuum entre des menaces cyber qui sont beaucoup plus prégnantes et qui peuvent aussi faire caisse de résonance. C'est-à-dire que les Jeux Olympiques aujourd'hui, Alexandre l'avait bien rappelé, on a cet aspect téléspectateur journalistique qui peut servir effectivement de caisse de résonance à des attaques cyber pour des revendications particulières. Et on voit aussi des campagnes de désinformation et de déstabilisation. Et ça, c'est effectivement intéressant. On a ce contexte géopolitique, alors principalement sur la partie des informations et le volet déstabilisation, on va avoir des attaques qui vont plutôt être parrainées par des États et qui ont déjà débuté depuis la fin de l'année dernière. On a déjà vu beaucoup de, on va dire, de campagnes qui ont débuté. Alors principalement, les objectifs de ces campagnes, c'est la décrédibilisation, par exemple, du CIO et de la France de manière générale. On a vu plusieurs canaux Telegram sur lesquels des nouvelles ont été diffusées de manière générale pour parler, ben, on en a beaucoup parlé en début d'année, des bed bugs, pour parler de la menace terroriste, par exemple, sur les Jeux Olympiques. Et il y a eu plusieurs même fake news qui sont apparus depuis le mois de juin. Donc, on a vraiment effectivement un contexte géopolitique qui est très propice à la déstabilisation de manière générale et aux campagnes de désinformation. Et bien entendu, on pourra y revenir, je pense, pendant ce webinaire sur l'usage de l'intelligence artificielle pour mélanger effectivement toutes les tactiques qui sont liées à ces technologies et qui améliorent aussi la diffusion et la crédibilité en fait de la désinformation. On a notamment TF1 et plusieurs autres médias qui ont été copiés très très récemment, notamment pour déstabiliser et décrédibiliser des acteurs comme Microsoft ou comme effectivement même le président Emmanuel Macron. Merci Samuel. Je crois qu'effectivement qu'on va revenir sur ce sujet de la désinformation, qui est cœur, dans le cadre de l'événement.
Colline, une question pour toi, puisqu'on parle de se préparer aux JO, c'est aussi, hyper intéressant et important de regarder ce qui s'est passé dans les éditions précédentes. Je crois que du côté de Sequoia, vous avez fait une rétrospective, des récentes, enfin des attaques lors des précédentes éditions des Jeux olympiques. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Donc on a écrit un rapport sur la menace en vue des Jeux olympiques. Et pour ce travail, on a commencé par faire une rétrospective historique, donc des opérations cyber ayant ciblé les Jeux depuis 2008. Et ce travail un peu de rétrospective nous a permis de tirer 4 conclusions principales. La première, c'est que les opérations les plus fréquentes et récurrentes ciblant les Jeux, c'est les opérations à but lucratif. Donc, ces opérations, elles sont menées par des opérateurs cybercriminels et elles ciblent principalement le public. Mais depuis 2016, on observe également qu'elles ciblent des organisations partenaires. Et donc, cette évolution, elle peut s'expliquer notamment par la professionnalisation de l'écosystème cybercriminel. Donc, voilà, c'est une première chose à avoir à l'esprit. Le deuxième constat qu'on a pu dresser, c'est celui que les jeux sont principalement aussi ciblés par des modes opératoires liés à des États. Les opérations de ces modes opératoires, ça va être principalement de l'espionnage, mais on a aussi des opérations de sabotage qui ont pour but vraiment d'impacter le déroulement des Jeux olympiques. Ça a été le cas en 2018 lors des Jeux d'hiver de Pyeongchang, où on a eu l'attaque Olympic Destroyer qui a ciblé la cérémonie d'ouverture. En fait, on a un logiciel malveillant qu'on appelle un worm, donc qui a des capacités de réplication autonome qu'on appelle Olympic Destroyer, qui a infecté les systèmes plusieurs systèmes de la cérémonie d'ouverture, empêchant l'accès à la cérémonie en bloquant les portiques d'accès, qui a atteint aussi l'application de billetterie ou encore la retransmission TV de cet événement. Et donc, ça a eu un impact très fort parce que la cérémonie d'ouverture a été directement stoppée. Et c'est une attaque qui a été attribuée en premier lieu à un mode opératoire nord-coréen, Lazarus. Et après plus d'investigation, en fait, il s'avérait que c'était un mode opératoire lié à la Russie, Sandwang, qui était à l'origine de cette attaque. Et donc, ça montre voilà, que déjà des modes opératoires étatiques peuvent mener des opérations de sabotage de grande ampleur contre les jeux, que ces opérations peuvent parfois être déguisées, c'est-à-dire que là, on avait des indices techniques qui mettaient plutôt sur la piste de la Corée du Nord, alors qu'en fait, c'était un attaquant lié à la Russie qui était derrière cette opération. Et les motivations aussi de ces attaques, il y a plusieurs hypothèses qui existent, mais la plupart disent que c'est une attaque qui a été faite en représailles, notamment à l'exclusion de la Russie aux Jeux olympiques de 2018, notamment pour les affaires de dopage depuis 2010. Donc voilà pour ce deuxième constat. Le troisième, c'est que les Jeux olympiques sont également ciblés par des groupes activistes, ça depuis 2008. Et quand on observe le contexte actuel dont je parlais tout à l'heure, avec la montée de ces groupes-là depuis 2022 et de leur activité, il faut s'attendre à ce qu'en 2024, les groupes activistes constituent une des menaces principales contre les Jeux olympiques de Paris. Et enfin, la quatrième conclusion de cette rétrospective, c'est que la cible privilégiée des attaquants dans les Jeux, c'est notamment la cérémonie d'ouverture. Donc, c'est vrai que c'est un des moments les plus visionnés des Jeux olympiques. Et donc, ça donne vraiment une tribune très importante aux attaquants, maximisant en fait l'impact de leur opération dans le cyberespace. Merci Colline. J'en profite pour vous dire à tous que vous aurez accès à l'infographie là, que vous venez de voir sur cette rétrospective. On parle rétrospective, parlons prospective. Alexandre, à quoi on peut s'attendre du coup, pour cette édition 2024? Alors évidemment, j'ai pas de boule de cristal, malheureusement. Et on ne pourra pas ici traiter l'ensemble des typologies de menaces. Et puis, Colline a fait une bonne rétrospective, mais sachez déjà que l'équipe CTI de Citalid a réalisé un exercice prospectif, hein, ce qui est toujours un risque. Mais d'ailleurs, sur le niveau de risque par type de menace lors des JO, dans le cadre de notre premier rapport sur cette thématique, et que je vous invite évidemment à consulter et qui sera mis en lien de ce webinaire. Et pour rebondir un peu sur ce que disait Samuel, ce qui est d'ores et déjà en train de marquer l'édition des JO de façon assez inédite, c'est clairement l'intensité et l'augmentation graduelle de la fréquence des opérations de désinformation hybride, et principalement attribuées d'ailleurs à la Russie. Et comme l'a dit Colline, la multiplication des contextes géopolitiques et nationaux, en fait, sont autant d'occasions et de matières premières pour ces auteurs de ces opérations pour déstabiliser un pays, et particulièrement le pays hôte,
en portant une atteinte à son image, en exacerbant les tensions et en essayant de distiller un sentiment de doute. Ce qui est assez frappant de mon point de vue, c'est que toute cette désinformation est organisée autour de 3 axes. Le premier, c'est un axe qui est lié à la sécurité physique, la menace réelle, d'actes de sabotage et la découverte d'ailleurs de planification d'attentats contre la France, qui a vraisemblablement été opérée par des intermédiaires du Kremlin, est en elle-même instrumentalisée dans l'outil de propagande. On a vu récemment les services de la DGSI qui ont vu leur identité se faire usurper dans une fausse vidéo en ligne indiquant que des arrestations étaient en cours contre un réseau d'individus travaillant dans les McDonald's sous fond de thématiques d'immigration. Vous voyez, tout ça se mélange. Et on a plein d'autres exemples dans ce sens-là. Le deuxième axe, c'est l'axe insalubrité que tu évoquais, Samuel. En effet, avec les punaises de lit, la grève des éboueurs, la prolifération des rats, la qualité de la Seine, de l'eau de la Seine, etc. Et puis le dernier axe, c'est un axe qui vise à exacerber les tensions politiques nationales et internationales. On a tous entendu parler des tags des étoiles de David, les cercueils déposés au pied de la Tour Eiffel. Et si on réfléchit 2 minutes, la sécurité, salubrité et quelque part tranquillité publique, en fait, c'est clairement les fondements de l'ordre public qui sont ciblés. Le but est de dissuader de venir participer aux JO et de véhiculer l'idée en fait que les JO de Paris vont se dérouler dans un climat hautement à risque, ça serait quasiment déjà un fiasco en fait. Alors pourquoi on parle de manipulation de l'information et de threat intel, c'est parce qu'il y a une forte interdépendance. Puisque en effet, en fait, en amont des attaques informatiques, les opérations de désinformation le décor quelque part et peuvent donc générer un narratif qui est favorable à l'émergence ou à la cristallisation de collectifs d'attaquants, d'ailleurs qui peut être naturel ou artificiel, et dans lesquels pourraient s'insérer d'ailleurs des attaques sous faux drapeau, comme on dit. On sait que les groupes d'attaquants, notamment russes ou mode opératoire d'attaque, sont particulièrement friands de revendiquer des attaques d'ampleur, notamment par sabotage ou déstabilisation, sous de fausses identités, en s'affichant comme activistes pour notamment crédibiliser leur action et s'insérer dans un mouvement, on va dire. Je pense principalement ici à APT28 et plus récemment à Sandworm. Et puis en aval des attaques informatiques, les opérations de manipulation peuvent contribuer activement en fait à médiatiser de façon artificielle ces attaques, qu'elles soient avérées ou non, en exagérant par exemple les impacts opérationnels et obtenir une caisse de résonance médiatique la plus forte possible. Et alors en ce sens, Citalid a identifié des acteurs à plusieurs reprises qui ont tenté de créer et de fédérer des mouvances activistes en profitant du contexte géopolitique. Et en l'espèce ici, avec l'infographie que vient de vous afficher Marie, le conflit Israël-Hamas. On a une mouvance qui est apparue fin 2023 et qui est dénommée Hackforce. Alors attention, petit disclaimer, ici j'ai aucune preuve que les acteurs à l'origine de cette initiative sont affiliés à la Russie. Par contre, ce qu'on a observé de manière assez claire, c'est que le même type de procédé a été remis en place à plusieurs reprises, et cette fois-ci par des acteurs s'affichant comme pro-russes. Alors sur l'infographie que vous voyez ici, vous avez des bulles qui représentent en fait un attaquant ou plusieurs attaquants, des sous-collectifs, et en ordonnée, vous avez des narratifs. Donc, je ne sais pas si vous voyez correctement, mais vous avez donc support cybercriminel, les attaquants pro-palestiniens, anti-Occident, anti-thème, anti-France et anti-EU. Et je pense que vous observez comme moi, en fait, qu'il y a des comptes. D'ailleurs, vous voyez là, l'Ulsec Off et l'Ulsec Muslims, qui ont d'ailleurs des noms assez évoquants, sont apparus le même jour et ont essayé de tirer ce narratif de ciblage vers le bas. Et vers le bas, c'est donc vers la France et vers les JO. C'est quand même assez curieux. On a des comptes qui sont créés le même jour, qui étaient inconnus jusqu'alors, et qui reprennent de manière assez caricaturale d'ailleurs tous les codes visuels et narratifs des mouvances Anonymous et l'Ulsec. Alors c'est vrai que désormais maintenant, les activistes pro-russes sont ouvertement soutenus par des groupes d'attaquants attribués au service de renseignement russe. On pense notamment à la Cyber Army of Russia Reborn, qui est associée à Sandworm selon plusieurs éditeurs, qui cache de moins en moins l'objectif de fédérer des attaquants ou à minima de les soutenir. Plus des attaquants d'ailleurs pro-russes maintenant. Pas sûr du coup qu'ils ont réussi à fédérer tant que ça des attaquants pro-palestiniens. Mais il reste une queue de comète où ils essayent encore un peu de fédérer tout ça. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? C'est qu'évidemment, et ça prend de la profondeur par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, c'est que c'est une évolution à surveiller. Puisque comme je vous le disais précédemment, les services russes se sont fait passer pour des activistes lors de la conduite d'opérations de sabotage informatique conséquentes, et hors normes d'ailleurs pour des activistes. Et d'ailleurs, il faut se poser la question, si un activiste revendique des attaques d'ampleur, de sabotage ou de déstabilisation majeure qui paraissent coordonnées avec un impact extrêmement faible, il faut potentiellement se poser la question de la nature de l'acteur. Je crois, Colline, que tu voulais compléter d'ailleurs sur Sandworm. Oui, sur la partie sabotage, merci Alexandre. C'est vrai que la probabilité que des opérations de sabotage aient lieu pendant les Jeux 2024,
et quelque chose qui est assez débattu dans le milieu des experts en threat intelligence, en tout cas. De mon point de vue, il y a une probabilité qui est moyenne malgré tout de ce type d'opération. Pourquoi? Parce que tout d'abord, on se trouve dans une configuration qui est similaire à celle de 2018 pour la Russie, c'est-à-dire que la Russie est encore une fois exclue de participer aux Jeux Olympiques sous son drapeau, donc les athlètes participeront sous bannière neutre. On a également des motivations supplémentaires pour la Russie, dans le sens où la France soutient ouvertement l'Ukraine, notamment d'un point de vue financier et militaire. On a un accord de coopération en matière de sécurité qui a été renouvelé en février entre la France et l'Ukraine également. Donc on a ces motivations supplémentaires pour déstabiliser l'État français par la Russie. Et enfin, le troisième élément qui m'amène à penser ça, c'est qu'on on a vu vraiment une maîtrise des wipers par des modes opératoires étatiques liés à la Russie pendant le conflit russo-ukrainien. Et ce sont typiquement des logiciels employés dans des opérations de sabotage. Donc encore une fois, comme disait Alexandre, on n'a pas de boule de cristal. Pour autant, il ne faut pas négliger ces facteurs-là qui penchent, en tout cas selon moi, pour une probabilité moyenne des opérations de sabotage pendant les Jeux de 2024. Merci Colline. Samuel, est-ce que tu peux peut-être compléter là-dessus sur la partie cybercrime, justement? Oui, absolument. Et effectivement, Colline l'a bien dit. Alors, Alexandre et Colline ont fait, je pense, une très très bonne rétrospective et un très bon état des lieux sur les acteurs, notamment étatiques. Mais il n'y a pas que ces acteurs étatiques. La partie, effectivement, cybercrime, alors soutenue potentiellement aussi par des États. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les Jeux Olympiques, effectivement, sont très très propices à la mise en place d'un certain nombre de dispositifs qu'on connaît et avec une surface d'exposition qui est complètement décuplée. Donc bien entendu, tout ce qu'on connaît déjà du cybercrime, que ce soit les attaques, par exemple, tout ce qui va être phishing, etc., sont encore plus décuplés parce qu'effectivement, on a des messages trompeurs qui imitent des sources officielles olympiques, avec du contenu, encore une fois, généré par de l'intelligence artificielle. On va avoir tout ce qui va être typo squatting et applications qui peuvent être potentiellement malveillantes avec, on a déjà vu, beaucoup de dépôts, par exemple, de noms de domaine qui typo squat les JO ou le CIO. On va avoir tout ce qui va être aussi billetterie, donc c'est-à-dire la vente de faux billets. On a d'ailleurs déjà des canaux Telegram sur lesquels on voit apparaître des fausses ventes de billets, comme on avait eu d'ailleurs par le passé sur d'autres compétitions sportives, par exemple la Coupe du Monde de rugby en 2023. Et puis, bien entendu, tout ce qui va être surface d'exposition plus physique, station de recharge USB, tout ce qui va être réseau Wi-Fi public, et qui sont potentiellement des points où peuvent se cristalliser des activités cybercriminelles, peut-être un peu moins organisées aussi que les attaques étatiques. Et puis simplement pour revenir sur le volet, au-delà de la partie cybercrime, Alexandre a cité effectivement l'usurpation de la DGSI sur la partie, le volet des informations. On a aussi affaire à toute une sphère qui souhaite profiter des Jeux Olympiques pour effectivement déstabiliser et décrédibiliser des choses. Donc, on a eu aussi, par exemple, en avril, je vous parlais de ce qui s'est passé avec TF1 et qui disait que le comité olympique payait des étudiants pour assister aux événements parce que la participation était faible, on a eu effectivement Radio France Internationale qui a été usurpée pour parler d'une pandémie de tuberculose. Donc, on parle de santé publique, etc. Et donc, effectivement, sur le volet cybercrime, on va avoir affaire à potentiellement, et on le voit déjà effectivement sur un certain nombre de points. Et puis sur la fuite de données, il y a un certain nombre de choses sur le dark web, notamment tout ce qui va être système d'identification qui peuvent être compromis pendant les Jeux Olympiques. On voit déjà effectivement sur certains forums, vrais ou pas vrais, un certain nombre de leaks qui sont liés directement soit à des acteurs qui participent directement aux Jeux Olympiques et qui sont les plus exposés, et on pense notamment à la supply chain des Jeux Olympiques, mais aussi directement aux acteurs étatiques qui sont impliqués dans le dispositif. Merci Samuel. Je crois qu'on a un bon tour d'horizon de ce qui s'est passé, ce qui peut se passer. On va aller regarder du côté des organisations françaises. Stéphanie,
à quoi faut-il s'attendre? Pas de boule de cristal non plus, j'imagine, mais quel est le plus gros risque? Alors pas de boule de cristal, mais c'est aussi, tout l'objet d'être réunis aujourd'hui et puis tout ce travail qu'on fait ensemble depuis quelque temps, de pouvoir croiser nos sources d'informations, ce qu'on voit, ce qu'on observe pour essayer d'avoir un peu de lisibilité quand même sur ce qui va arriver. Parce que je pense que tous, on peut pas juste dire à nos clients: «On sait pas». Dans ce qu'on voit arriver, alors là, je vais parler de ce qu'on fait nous en termes de préparation aux différentes, attaques et cetera qui peuvent survenir. Ce qu'on attend beaucoup, enfin ce qu'on imagine tomber sur le nez de nos clients, c'est vraiment, de la désinformation, c tout ce qu'évoquaient tout à l'heure mes copanélistes, désinformation, déstabilisation en termes d'image et ça, c'est lourd à gérer. On pourra y revenir, mais et là, c'est presque des organisations qui vont être les victimes collatérales de certaines opérations de déstabilisation d'influence beaucoup plus large. Et ça, c'est des éléments auxquels les entreprises françaises au sens large ne sont pas forcément toujours très préparées. D'autant plus quand on n'est pas la cible directe. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, comme l'a brièvement évoqué Samuel aussi, ben là, les acteurs qui sont directement impliqués dans l'organisation, l'animation de ces Jeux Olympiques, et là, on peut effectivement penser à tout ce qui est billetterie, etc. Donc là, clairement, c'est des acteurs qui risquent d'être particulièrement ciblés. Enfin, billetterie, mais il y en a tout un tas d'autres. Et puis des attaques par supply chain, on n'y pense pas forcément. Effectivement, on pense plutôt aux acteurs de premier rang, la billetterie, etc. Mais il y a tous les acteurs, typiquement aujourd'hui assurer le catering pour des millions de visiteurs pendant la durée des Jeux. Ça s'improvise pas et ça nécessite de faire collaborer des tas d'entreprises et notamment beaucoup de PME qui sont aujourd'hui le vrai tissu aussi qui assure toute cette supply chain. Il n'y a pas que les très grands donneurs d'ordre là-dessus. Et ces PME aujourd'hui, elles sont parfois un peu plus en vulnérabilité ou plus fragiles parce qu'elles n'ont pas non plus les mêmes capacités ni de préparation, ni de défense et encore moins de détection que les grands acteurs. Et donc là, c'est aussi des éléments qui vont mettre à risque et les organisations, les organisations directement concernées et plus généralement l'organisation et le bon déroulé des Jeux Olympiques. Merci Stéphanie. Colline, je crois que tu voulais compléter sur cette partie risque lié à la supply chain. Oui, si je peux ajouter un élément, c'est vrai qu'on a vu beaucoup d'attaques qui exploitent des vulnérabilités dans des logiciels ou des bibliothèques employées très largement dans la chaîne d'approvisionnement des entreprises. Donc, c'est vraiment l'idée de cibler les maillons les plus faibles ou très largement répandus pour maximiser les gains d'une attaque. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un trait qui a aussi été mis en avant par le panorama de la menace 2023 de l'ANSSI. Donc voilà, il faut être très vigilant par rapport à ce risque d'attaque par supply chain. Après, quelque chose à garder en tête, c'est que ces vulnérabilités exploitées dans des logiciels ou des bibliothèques, ils ne sont pas toujours exploitables de la même façon selon où se trouve le composant dans le produit. Donc, c'est voilà, aussi toute la subtilité de ce type d'attaque et quelque chose à bien prendre en compte quand on fait la gestion de crise ou du risque management. Merci Colline. Si on fait un petit focus sur une typologie d'organisation, c'est les établissements de santé. On connaît l'appétit des attaquants pour les établissements de santé, même si c'est un peu triste de le dire comme ça. Est-ce que le contexte JO, Alexandre, les met plus à risque et après, en deux parties, pour Stéphanie, comment ils s'y préparent? Merci Marie. Alors, c'est évident que les hôpitaux restent une cible d'opportunité pour de nombreux attaquants informatiques qui sont motivés par le gain lucratif, principalement dans le cadre d'attaques par rançongiciel et double extorsion, sous menace de divulgation de données. Et les hôpitaux, en fait, sont de facto une cible de choix pour les attaquants. Alors, bien que certains, pendant très longtemps, avaient soi-disant un code d'éthique où ils s'interdisaient de cibler les hôpitaux et les établissements de santé, bon, on le voit de moins en moins. Mais les hôpitaux sont des établissements de santé et donc ils ont un impératif de continuité opérationnelle, ce qui est un levier pour les cybercriminels. Les données médicales des patients, elles sont sensibles par nature et la potentielle divulgation de ces données serait fortement dommageable pour les patients. En plus, il peut avoir une seconde vague de double extorsion derrière en exploitant ces leaks de données. Je reviendrai dessus. Et puis, les systèmes d'information des hôpitaux sont assez complexes et présentent une large surface d'attaque et notamment via la supply chain. Alors, on n'a pas identifié d'ailleurs dans l'historique, à ma connaissance, d'attaques par rançongiciel contre les hôpitaux dans le cadre de jeux précédents. Mais bon, si ce scénario venait à se concrétiser en fait contre un ou plusieurs hôpitaux pendant les JO, il est certain en fait qu'au-delà des impacts opérationnels dans un contexte en plus d'affluence en France, hein, et d'autant plus s'il y a une canicule, que le moindre incident en ce sens ne manquera pas d'être instrumentalisé par des opérations
informationnels qui viendront à amplifier l'impact de l'attaque et dégrader l'image de la France une nouvelle fois. Et ce qui pourrait, selon moi, redouter, et de façon combinée ou non avec le scénario précédent, c'est que cette attaque engendre des divulgations massives de données de santé qui deviennent publiques sur des citoyens français. Là aussi, c'est sûr qu'on aurait probablement des réseaux de propagande qui viendraient amplifier et mettre en exergue le fait que la France n'arrive pas à protéger ses propres citoyens, et possiblement également les touristes présents sur le sol national. Et surtout, ce scénario de divulgation serait critique en fait dans la mesure où d'autres cybercriminels ne vont pas se priver, on a eu des exemples par le passé, d'exploiter dans les jours qui suivront ces données sensibles pour extorquer même les patients présents dans les bases de données qui ont été rendues publiques. Plus les données sont sensibles en fait, et plus elles sont un levier d'extorsion qui est efficace pour les cybercriminels. Du côté des établissements de santé, effectivement, pour prendre la suite de ce que tu évoquais, Alexandre, tout à l'heure, je parlais des acteurs qui sont directement, concernés par les JO et cetera et là, pour le coup, les établissements de santé, c'est pas forcément ceux auxquels on pense en premier. Alors qu'effectivement, dans des régions qui vont accueillir, un volume de visiteurs et cetera, de sportifs, de délégations extrêmement important, les hôpitaux doivent, effectivement être, en première ligne et extrêmement, prêts à réagir et cetera et c'est vrai que ce qui est pas évident, là, on a préparé aussi des établissements de santé pendant cette période, c'est qu'on est sur des établissements de santé qui sont déjà, je vais rien apprendre à personne là-dessus, mais un peu à bout de souffle. Parfois, les équipes sont déjà épuisées, de manière générale, les équipes de soignants, les équipes cyber, IT, etc. également. Et nous, ce qu'on a observé, c'est des clients, des organisations, des établissements qui nous disaient, mais en fait, on doit déjà tous s'entraîner, c'est une obligation. On a dû s'entraîner avant la fin de l'année 2023 ou avant la fin du premier semestre. Et là, en plus, quand on est dans des zones, des régions qui vont accueillir des délégations et des épreuves sportives, on doit en plus faire un entraînement cyber. Donc, c'est vrai qu'il y a toute cette exposition qui est très forte, qui se conjugue à un peu un épuisement, voire un ras-le-bol des ressources, qui peut constituer un terreau un peu favorable. Mais là aussi, ce qu'on voit, parce qu'il faut aussi se rassurer, il y a toujours des discours très alarmants autour de la cyber, notamment quand on pense au monde de la santé, c'est des établissements, des typologies d'acteurs qui savent gérer les urgences, qui savent gérer les situations complexes. Alors oui, c'est très dégradé, clairement, ça ne permet pas forcément d'apporter la même volumétrie de soins, etc. qu'habituellement. Mais nous, ce qu'on voit, c'est que c'est des acteurs qui ont vraiment cette capacité de réaction et repasser au papier-crayon, ça fait plaisir à personne, mais ça se fait. Et donc, c'est aussi dans cette optique-là qu'on a préparé les organisations. Et puis, je vais juste enchaîner sur un point parce qu'on nous demande beaucoup, là, notamment le démarrage des Jeux approchant. On nous dit, mais est-ce que vous avez le sentiment que les organisations sont prêtes et comment elles se sont préparées? Alors, prêtes, pas, enfin, aujourd'hui, si on est un peu cynique, personne n'est réellement prêt à faire face aux typologies d'attaques qui ont pu être décrites là dans les précédentes minutes. Il n'empêche qu'on voit qu'il y a quand même de plus en plus que la notion de résilience, elle est de plus en plus acceptée et surtout intégrée par les organisations. Alors, je ciblais, là, je parlais plus particulièrement du monde de la santé, mais il y a d'autres secteurs qui sont aussi de plus en plus résilients. Donc, non, on ne peut pas forcément dire que tout le monde est prêt à faire face à ce type de menaces, mais on sent quand même voilà, que la prise de conscience est là et que les réflexes sont de plus en plus présents. Alors, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. En disant ça, je ne voudrais pas donner le sentiment que ça y est, la France est 100% cyber-résiliente. Ce n'est pas le cas. Mais c'est quand même déjà beaucoup plus... Il y a un vrai changement qui s'est opéré ces dernières années. Une note positive, donc. Une question pour Samuel. Comment se préparent les équipes de réponse à incident et de CTI dans ce contexte? Oui, bah, effectivement, ce que disait Stéphanie est tout à fait vrai, c'est que on a des équipes qui, dans tous les cas, sont déjà, entre guillemets, sous pression depuis longtemps. Et c'est vrai que les Jeux Olympiques apportent encore ce degré cyber supplémentaire, là où il y a déjà effectivement des enjeux de sécurité physique et d'autres enjeux. Alors, l'ANSSI a publié il y a déjà de ça pas mal de temps son kit d'exercice pour les Jeux Olympiques. Donc évidemment, on a l'aspect entraînement que Stéphanie connaît bien, sur lequel on met en place des exercices. Alors, c'est des exercices et effectivement les équipes de réponse à incidents. Ce qui est intéressant, c'est que dans le contexte des Jeux Olympiques, on a affaire à des exercices hybrides qui sont à la fois techniques et à la fois qui préparent aussi les directions générales, les COMEX, à potentiellement, on a parlé des informations, donc potentiellement pression médiatique sur ces équipes-là. Et donc,
on a des exercices qui sont beaucoup plus entre le technique et le stratégique, là où avant, les exercices et les entraînements sont plutôt séparés. On a des équipes de réponse à incidents qui font des tests d'intrusion, des red teams, des purple teams, et on a effectivement des exercices plutôt sur table, un peu stratégiques, sur le volet crise cyber. Là, on a des exercices un peu hybrides, et ce qui est une première et ce qui n'est pas simple pour une entreprise à gérer en termes de temporalité. Ensuite, il y a la mise en place effectivement de dispositifs un peu exceptionnels, notamment pour les acteurs exposés, donc la mise en place des astreintes, etc. Et ça, c'est vrai que le renforcement, notamment pour les acteurs exposés, de savoir que dans des équipes IT, on met en place des réseaux de surveillance exceptionnels, ça, c'est quelque chose qui est assez répandu dans les entreprises qui préparent et qui vont participer directement aux Jeux Olympiques. Ensuite, il y a une vraie asymétrie dans les capacités de préparation et là, j'appuie vraiment ce que Stéphanie disait sur le fait que les PME et tous les petits acteurs qui font partie soit de la supply chain des Jeux Olympiques, soit qui sont, en fait, c'est pas forcément les acteurs auxquels on pense en premier, ont des capacités de préparation qui sont quand même moindres et on sait aussi que les acteurs cybercriminels et étatiques vont potentiellement appuyer sur ces points faibles potentiels. Et ensuite, sur la partie CTI, et nous, on est effectivement bien positionné pour le voir. On parlera un peu des enseignements et de la cyber-résilience, comment on sort un peu des JO. Ça fait partie des perspectives un peu d'évoquer dans ce webinaire. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on a déjà des nouveaux réseaux d'échange d'informations qui sont mis en place. Alors, ça concerne la France et les acteurs français, mais aussi d'un point de vue international, relations internationales, au niveau de l'Union européenne, par exemple, on a des réseaux qui se sont mis en place pour échanger des informations sur le volet des informations, mais aussi sur le volet cyber. Donc, on a des cercles d'échange qui étaient préexistants, qui se sont réactivés ou qui, en tout cas, ont des volumes d'échange d'informations plus importants. Et puis, on a aussi des nouveaux cercles qui se sont créés pour pouvoir mieux échanger de la threat intelligence, pour pouvoir accélérer aussi des capacités de réponse. Et c'est ça qui va être le plus important finalement, c'est la capacité en fait à échanger de l'information rapidement. Effectivement, d'être en mesure de tout de suite partager, bien sûr, des indicateurs de compromission ou des signatures de détection, mais aussi de partager d'un point de vue alerte si on voit des signaux faibles sur le dark ou sur des canaux Telegram. Et ça, effectivement, ça fait partie des choses qui ont été mises en place, sans dire que c'est parfait et que l'information circule pleinement. C'est la tendance, en tout cas, de partage d'informations dans plusieurs cercles différents d'entreprises et d'organisations publiques. Dans toute cette stratégie de préparation là, aux crises, ce que tu évoquais, Samuel, les entraînements, etc., nous, on a vraiment observé 2 stratégies radicalement différentes. Certains acteurs qui ont très fortement anticipé, qui s'y sont pris il y a presque 18 mois, qui en ont profité pour revoir tous leurs dispositifs de crise, faire de l'entraînement, adapter aux JO, etc., etc. Donc là, vraiment, ceux qui s'y sont pris très longtemps en avance. Et à l'inverse, d'autres qui, là, vraiment, ont démarré l'entraînement et toute cette préparation très opérationnelle et tout ce que tu évoques, Samuel, aussi sur les astreintes, etc., qui s'y sont mis il y a 2 mois, vraiment en mode de dernière minute. Alors, il n'y a pas forcément de stratégie qui soit plus efficace qu'une autre, c'est juste qu'effectivement, la stratégie last minute laisse pas beaucoup de place derrière s'il faut faire d'autres optimisations, mais on a vraiment eu ces 2 approches hyper marquées selon les typologies d'acteurs. Ce qui fait que dans tous les scénarios d'entraînement, d'exercice, etc., qu'on a pu faire, il est clair qu'on a senti déjà beaucoup plus d'ouverture, je dirais, de la part des acteurs pour s'entraîner à d'autres sujets que juste le rançongiciel, qui était un peu la grosse thématique des entraînements 2022-2023. Là, effectivement, on est allé beaucoup plus sur de l'APT, de la désinformation, de la déstabilisation, etc. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Et puis, il y a un gros enjeu aussi qui a été travaillé et qui va être un vrai enjeu là pendant ces Jeux, justement, c'est tout le volet de la communication de crise cyber. La communication de crise, c'est jamais une partie de plaisir pour aucune organisation qui doit appuyer sur le bouton. Mais là, pendant ces Jeux, ça va être d'autant plus particulier qu'il va falloir agir et en tout cas pouvoir avoir des stratégies coordonnées. Tu parlais, Samuel, de partage d'informations. Ça va être vrai aussi au niveau de la com de crise. Il va falloir avoir des stratégies ultra coordonnées avec l'organisation des Jeux, avec les délégations, avec l'État français, avec l'ANSSI, etc., pour avoir un message le plus uniforme et le moins défavorable possible, je dirais, et pour l'organisation ciblée, et plus généralement pour la bonne tenue de ces Jeux, parce que sinon, ça va faire le lit de différentes critiques et d'amplifications qui ont pu être évoquées juste avant. Donc, gros sujet pour les organisations sur cette thématique de la communication de crise cyber.
Merci Stéphanie. On approche, doucement mais sûrement de la fin de notre webinaire. On va passer à la conclusion, Samuel l'évoquait, c'est aussi intéressant de regarder, les perspectives et qu'est-ce qu'on va en garder, de ces JO? Qu'est-ce qu'on aura appris? Est-ce qu'il y a, des changements, structurels, profonds qui vont s'opérer? Comment on peut capitaliser aussi, après les Jeux, sur tous les dispositifs un peu ad hoc qui auront été, mis en place? Alexandre, peut-être, ta perspective là-dessus? Bah, déjà, je pense qu'on est en train d'illustrer la culture du rétex. Et pour moi, c'est quelque chose de très important, hein, et d'ailleurs, il faut qu'elle soit aussi bien sur d'éventuels incidents et bonnes pratiques, mais même s'il se passe rien, il faut partager pourquoi il ne s'est rien passé. Et c'est d'ailleurs un des constats qui avait été fait, hein, par les organisateurs des JO de Tokyo 2020, c'est qu'ils soulignaient l'importance du partage d'informations et du rétex. Et donc, je ne peux que abonder dans ce sens, puisque ce qu'on est en train de faire, les rapports qu'on publie, etc., sont évidemment des matières premières qui sont importantes pour croiser les regards et partager l'info. Samuel, tu veux compléter? Oui, non, je rejoins complètement Alexandre. Déjà, je pense sincèrement que tous les dispositifs ad hoc qui ont été mis en place pour la préparation des organisations et la montée en maturité vont demeurer, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que les réseaux d'échange qui ont été mis en place ne vont pas s'arrêter juste après les Jeux Olympiques. Donc, on assiste quand même à une bonne montée en maturité de l'ensemble de l'écosystème. L'enjeu de coordination et tous les efforts qui sont mis en place pour justement aligner le message, aligner la réponse et mettre en place des dispositifs, ça aussi, ça restera. Et oui, le retour d'expérience, c'est-à-dire que le retour d'expérience sur la capacité aussi d'un écosystème à se mobiliser dans le cadre d'un événement de ce type-là. Enfin, Stéphanie aussi le disait il y en a qui s'y prennent à la dernière minute, il y en a qui se sont pris, voilà. Mais l'important, c'est effectivement la réactivité dont les acteurs ont su faire preuve. Et en face, on a effectivement des acteurs qui sont extrêmement réactifs, puisque tout ce qui a été évoqué jusqu'à maintenant par Colline, par Alexandre et par les autres panélistes, c'est véritablement qu'on a aussi affaire à des acteurs en face qui sont extrêmement réactifs. C'est-à-dire que quand Microsoft publie un rapport, 72 heures plus tard, on a l'ensemble d'une galaxie de sphères qui vient décrédibiliser ce rapport, créer du contenu, etc. Donc ça va extrêmement vite. Mais je pense que oui, on pourra effectivement faire le bilan après les Jeux Olympiques. Mais pour moi, c'est extrêmement positif, l'ensemble des dispositifs qui ont été mis en place et les capacités de réponse à ces entraînements-là. Ça permettra effectivement une montée en maturité complète de l'écosystème. Donc plutôt positif. Merci Samuel. Stéphanie? Bah, peut-être juste pour boucler sur ce point, parce que je ne peux qu'être d'accord avec ce qui vient d'être évoqué. Il est vrai, enfin, ça va clairement, tout ce qui a été mis en place, ça va demeurer. Et je pense qu'il va y avoir un effet positif aussi derrière. C'est qu'avec la réglementation qui tient de plus en plus compte de ces sujets de cyber-résilience, sans vouloir donner d'urticaire à personne, je pense notamment à DORA, NIS 2, les sujets de cyber-résilience ont vraiment de la place dans ces nouvelles réglementations. Et fatalement, ça va nécessiter de poursuivre l'effort qui a été engagé. Après, il est vrai aussi que la prise en compte de la cyber-résilience et ce qui vraiment va se passer demain, ça va quand même pas mal dépendre aussi de ce qui va se dérouler pendant ces Jeux. Et si on subit malheureusement des attaques extrêmement agressives, ça risque de laisser pas mal de traces et de forcer tout le monde aussi à se remettre en question et à avancer. Alors que si on arrive à passer à peu près entre les mailles du filet, entre les gouttes, on risque d'entendre ce qu'on entend parfois, bah, finalement, on était quand même plutôt assez près, donc ça va quand même le faire. Voilà, moi, c'est juste ce point-là où je trouve qu'il faudra qu'on soit vigilant. Et puis progressivement, ça c'est plus un appel lancé à toute la communauté, il faut aussi que progressivement on arrive à mesurer réellement la cyber-résilience des organisations. On parle beaucoup de cette cyber-résilience, mais aujourd'hui, ce n'est pas très objectivé. Et on le sait aussi que c'est au travers d'indicateurs, etc., qu'on arrive à faire avancer les réflexions sur le sujet. Merci Stéphanie. Pour conclure ce webinaire, avant qu'on passe à la phase de questions-réponses, donc encore une fois, n'hésitez pas à nous partager vos questions dans la boîte à questions ou dans le chat. On a voulu faire un tour de table qui est très actionnable. Alors oui, on est à 1 mois de la cérémonie d'ouverture. Oui, il reste peu de temps pour se préparer, on a bien compris. Mais on avait aussi envie de rendre ce webinaire actionnable.
Donc on va partager les do's and don'ts, de nos experts. Colline, est-ce que tu peux démarrer? Oui, du coup, le tout pour moi, ça serait vraiment de bien comprendre la menace à laquelle on est exposé, parce que chaque organisation a des spécificités et donc fait face à une menace particulière. Et c'est vraiment, nous, ce qu'on fait avec la Threat Intelligence, c'est connaître sa menace pour mieux s'en protéger. Donc ça sera un peu le do. Et ça va avec le don't. Le don't, c'est vraiment faut pas oublier de prioriser les menaces auxquelles on fait face. Les jeux, ça va être un moment intense, c'est long et on peut pas tout protéger. Et d'un autre côté, le risque zéro n'existe pas. Donc l'idée, c'est vraiment de prioriser sur les systèmes qui seront les plus critiques face aux menaces les plus probables. Donc voilà, ça serait mes deux tips. Merci Colline. Alexandre? Alors, ça va faire un peu redite, mais je voudrais l'ouvrir sur un autre angle aussi. C'est que c'est important, évidemment, de faire une revue de gestion de crise en interne, hein, être en capacité de l'activer rapidement, communiquer d'ailleurs sur ce dispositif au sein de l'entreprise. Cela passe évidemment par des canaux de communication résilients, hein, des circuits de remontée d'informations et de prise de décision qui sont clairs, l'identification de points de contact clés, mais évidemment en interne, mais surtout aussi en externe, puisque en plus beaucoup d'attaquants essaient d'isoler leurs victimes, donc le but c'est de faire du bruit pour contrer un peu tout ça. Et au-delà donc d'être en capacité d'avoir des points de contact à l'ANSSI et avoir identifié préalablement des prestataires de réponse à incidents, etc., je pense qu'il faut aussi se poser la question et être en capacité d'activer sa police d'assurance assez rapidement. Et donc là aussi mettre un dispo en place qui déclare, qui fait la gestion du sinistre, qui gère le rôle et les responsabilités qui sont associées. Et puis côté Dante, moi j'ai l'habitude de dire quelque chose en cyber, c'est que il faut jamais se placer du côté ni du déni ni de la paranoïa et que le curseur doit se placer entre les deux. Évidemment, le déni, on l'a beaucoup vu, hein, des, euh, des gens qui sont victimes d'attaques informatiques et qui sont dans le déni, qui disent que ça n'a pas pu arriver, etc., et qui perdent un temps précieux. Et puis de l'autre côté, des gens qui sont paranoïaques et qui essayent de mettre en place toutes les mesures du monde, et ça rejoint un peu ce que disait Colline, connaître know your enemy, connaître ton attaquant, connaître les scénarios de crise sur lesquels tu pourrais être impacté. Et donc, évidemment, le but, c'est de ne pas être contre-productif et de savoir cibler ses efforts. Stéphanie, je te laisse peut-être, enchaîner. Ouais. Sur le don, je dirais qu'effectivement, c'est pas le moment de se lancer dans une grande réflexion sur quelle organisation de crise d'origine cyber on va mettre en place. Clairement, là, on n'est plus dans la phase stratégique, là, il faut jouer hyper tactique. Il reste 4 semaines, il faut y aller franco et comme tu disais, Alexandre, voilà, juste, bien se dire qui est autour de la table et cetera. Dans ce qu'il va falloir privilégier, c'est effectivement là, dans les quelques semaines qui restent, de s'assurer qu'on va bien avoir des ressources sur toute la période estivale, même du 1er au 15 août, qui est historiquement un peu vide en France. Là, clairement, c'est pas le moment de laisser une seule personne sur place. Il faut s'assurer qu'on ait des petites squads, des petites équipes en capacité de réagir, qui soient hybrides entre des profils techniques et des profils un peu plus organisationnels, support, com, juridique, etc. Donc, ça fait plaisir à personne, mais malheureusement, cet été, il va falloir assurer cette rotation des équipes sur toute la période. Il est encore temps de s'entraîner ou de sensibiliser un petit peu quand même, c'est court, mais comme l'évoquait Samuel, il y a des kits qui existent, il y a des organisations qui font ça aussi, et je pense que tous les acteurs là se sont mis en ordre de marche aussi pour être aux côtés des organisations dans les semaines qui restent avant les Jeux et pendant toute la période des Jeux. On en est le témoin aujourd'hui, mais voilà, c'est vraiment l'idée aussi de jouer très collectif dans ces dernières semaines. Et puis malheureusement, si la crise survient, si on se fait attaquer, nous, enfin à notre avis, chez Alsiconi, il y a vraiment 2 comportements à privilégier. Le premier, c'est de jouer la transparence, pas essayer de raconter le coût de la panne informatique, et cetera. On est dans une telle période en plus que franchement, ça pourra se comprendre et que si on tente la panne informatique, on va se le reprendre comme un boomerang dans la figure. Donc jouer la transparence et puis je rejoins complètement ce que tu disais Alexandre, c'est s'entourer. On a tendance à se mettre un peu dans le noir et à s'isoler quand on est en crise. Non, clairement, il faut aller chercher les bonnes ressources, les bons partenaires auprès des autorités, auprès des différents acteurs de la cybersécurité, etc. Donc, surtout, pas rester seul. Donc, un mot d'ordre, jouer collectif maintenant et pendant tout l'été. Et après. Merci Stéphanie. Samuel, pour conclure? Pour conclure, c'est difficile, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Partage d'informations structuré, immédiatement actionnable. Ça, c'est voilà, l'un des facteurs clés. Je reparlais de la réactivité, de la capacité effectivement à se coordonner. Donc, l'une des premières choses, c'est effectivement le partage. Et ça rejoint complètement ce qui vient d'être dit sur
bien s'entourer, se rapprocher des acteurs qui sont similaires et de potentiels partenaires, connaître ses réseaux de contacts, avoir mis en place effectivement des choses. Et ça, il est encore temps effectivement de le faire. Deuxième élément potentiellement, c'est la partie sensibilisation. C'est on a parlé un peu, enfin, on a parlé entraînement, on a parlé exercice, mais pas beaucoup parlé de sensibilisation et sensibilisation aussi sur cet état de menace. Et là, je rejoins évidemment Colline complètement sur bien connaître sans pour autant faire peur, sans pour autant agiter l'épouvantail de OK, attention, c'est la crise, ça va arriver, etc. Et bien entendu, la disponibilité des ressources. La disponibilité, alors oui, enfin, Stéphanie en a parlé sur la disponibilité des différents types de ressources, mais c'est aussi s'assurer que ces dispositifs d'astreinte, etc., sont bien en place et qu'on va avoir les ressources à disposition le temps des jeux. Donc, surtout transparence, coordination et partage d'informations. Merci Samuel, merci à tous pour vos conseils qu'on va d'ailleurs rassembler, synthétiser. Donc pour ceux que ça intéresse, on pourra vous les faire parvenir à l'issue du webinaire. On va passer à la session des questions-réponses. Et il y en a une qui est arrivée plutôt sur la première partie du webinaire, qui est liée à la Russie. Alors peut-être pour toi, Colline. Et la question, c'est en gros, enfin, il y a beaucoup de signaux d'alerte qui disent que la Russie va attaquer. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas être un peu plus, je sais pas si c'est prêt le mot, mais en tout cas aussi s'en prémunir un peu plus. Et quelles sont les choses qui font dire que ça ne va pas arriver ou qui font baisser ce niveau de probabilité? Oui, c'est vrai que tout à l'heure, en parlant des opérations de sabotage, je disais que ces opérations, elles avaient une probabilité moyenne pour trois des arguments que j'ai mis en avant. Euh, oui, bien sûr, ces signaux d'alerte, ça me fait dire ça. Pour autant, on ne peut pas dire pour l'instant que la Russie va attaquer avec certitude. Déjà, parce qu'on n'a pas d'éléments techniques qui constituent des preuves de ça, donc on ne peut pas être aussi certain. Et par rapport aux choses qui font dire que ça ne va pas arriver ou qui font baisser ce niveau de probabilité, ces attaques de sabotage, comme je disais, elles sont particulièrement visibles. Et donc, forcément, l'acteur qui est derrière, après investigation, bah, il met aussi sa réputation en jeu. C'est-à-dire que, par exemple, on a la Corée du Nord qui potentiellement pourrait mener une attaque contre les Jeux Olympiques, qui a des capacités super importantes. Pour autant, la probabilité qu'elle le fasse est assez faible, puisqu'elle va participer à ces Jeux pour la 11e fois. Donc, c'est assez rare et il y a un vrai enjeu de visibilité pour la Corée du Nord. Pareil pour la Chine, on a des actions, des opérations cyber importantes, mais en termes d'opérations très visibles comme du sabotage, c'est un petit peu moins probable parce qu'encore, il y a cet enjeu d'image d'une puissance au niveau international. Par rapport à la Russie, bien sûr, avec l'invasion en Ukraine, on a vu que ce côté redorer son image ou préserver son image s'est passé un petit peu en second plan. Pour autant, avoir une opération de sabotage de cette ampleur directement visant la France, ça peut être quelque chose d'assez fort, notamment en raison des fortes tensions avec l'OTAN que je mentionnais aussi. Donc, c'est ce qui fait baisser un tout petit peu la probabilité, puisque si ce type d'opération aurait lieu, c'est quand même un signe aussi politique très fort qui engage après la Russie vis-à-vis de la communauté internationale et notamment de l'OTAN potentiellement. Merci Colline, j'espère que ça répond à la question de Noémie. Hem, une question un peu technique, mais quid de la nécessité de la profondeur du threat hunt? Une stratégie uniquement en détection et réponse au front est-elle suffisante? La question peut-être pour Samuel et Alexandre. Effectivement, quand on parlait de préparation d'un point de vue et technique et stratégique, la préparation technique, elle passe, oui, alors par potentiellement des simulations d'adversaires, par potentiellement des choses, mais elle passe également par des campagnes de threat hunting. Et ces campagnes de threat hunting qui sont censées effectivement être généralement dans les équipes SOC, CSIRT, etc., des choses qui sont faites de manière régulière. Nous, on a vu effectivement une intensification de ces campagnes-là dans certaines organisations, et notamment la préparation de packages de threat hunting liés justement à de l'agrégation de renseignements sur la menace d'un point de vue technique et à l'usage de ces signatures.
Après, comme d'habitude, effectivement, quand on est à 4 semaines là, du démarrage des Jeux Olympiques, difficile de changer la profondeur de ses logs. Enfin, voilà, aujourd'hui, les capacités de hunting d'une entreprise sont quand même clairement liées à la profondeur qu'elle a et à ses capacités techniques. Difficile de changer en dernière minute les capacités techniques pour aller regarder et faire du rétro-hunt sur plus de 3 mois, 6 mois, 12 mois. Pour autant, effectivement, il est encore temps de rassembler un petit package pour faire un peu de hunting dans son SI. Bon, merci Samuel. Bon, ça, je me permets de compléter juste sur ce petit paquet que tu dis à la fin. Du coup, il faut le cibler extrêmement, et on rejoint ce que disait Colin tout à l'heure sur le Know Your Enemy, hein. Il va falloir vraiment choisir les bons marqueurs et les bons modes opératoires associés pour gagner un maximum de temps et d'efficacité. Merci Alexandre. Ou les produits sur étagère classiques qu'on voit, voilà, un peu de cobalt, ce genre de choses. Ouais. Une question pour Stéphanie. Au-delà des ciseaux et RSSI, quelles sont les fonctions clés à mobiliser dans l'organisation en cas de signaux d'attaque cyber? Effectivement, quand on a qualifié la situation et qu'il y a crise avérée, se pose toujours la question de qui on mobilise, avec souvent un peu une impression qu'il va falloir mobiliser que des équipes techniques, ce qui n'est pas du tout le cas. Effectivement, on a besoin de profils analystes, forensiques, sysadmin, etc. pour investiguer, comprendre ce qui se passe et puis progressivement sécuriser et relancer le SI. Mais on va aussi avoir besoin de toutes les fonctions plus transverses de l'organisation. J'évoquais tout à l'heure très brièvement les équipes communication, les équipes juridiques auxquelles on n'a pas forcément tendance à penser de prime abord, alors qu'il y a des tas de sujets juridiques qui vont rapidement se déclencher quand on est sur une crise cyber. Tout à l'heure, Alexandre évoquait le sujet de l'assurance. De plus en plus, pour pouvoir déclarer le sinistre à l'assurance, il faut être allé porter plainte, il faut avoir respecté les délais, il faut bien penser aux déclarations CNIL si jamais il y a une suspicion de fuite de données à caractère personnel. Donc les juristes doivent également être autour de la table comme juristes. Fonction RH aussi, parce que rapidement, on est sur des périodes extrêmement intenses pour les équipes où il va falloir organiser des rotations, des temps de récupération, respecter les temps de repos, ce qu'on a vite tendance à laisser un peu de côté. Et il ne faudrait pas rajouter de la crise à la crise en ayant des soucis avec des collaborateurs qui pourraient, d'épuisement, avoir des soucis de santé, etc. Donc ça, c'est 3 des fonctions qu'il va falloir retrouver à tout prix, quelle que soit la manière dont on est organisé. Et puis après, selon l'organisation, en fait, il n'y a pas 2 cellules de crise qui se ressemblent et qui sont copiées-collées. Nous, c'est ce qu'on voit. On a préparé et entraîné plus d'une centaine d'organisations. Il n'y a pas 2 cellules de crise copiées-collées. Dans certains cas, on va avoir un risk manager, on peut avoir des personnes, des fonctions plus industrielles, par exemple, dans des équipes indus. Et puis surtout, il ne faut pas oublier une fonction vraiment essentielle dans la cellule de crise, qui est la fonction de greffier ou de main courante ou de secrétaire de crise, selon comment on l'appelle, qui va être vraiment cette personne qui a un rôle central et qui va venir consigner tout ce qui se passe, ce qui va permettre derrière de faciliter les rotations d'équipe en prenant connaissance de ce qui s'est passé dans les heures précédentes, qui va permettre aussi de documenter toute la crise quand on va devoir aller porter plainte, renseigner une déclaration auprès de l'assurance, etc. Tout ça, c'est des éléments essentiels. Et clairement, dans le feu de l'action, ce n'est pas ce à quoi on pense en premier. Et on se dit toujours, je le ferai demain. Sauf que le lendemain, on a oublié vu la multitude d'infos. Merci Stéphanie. Alors je vois qu'il y a plein de questions qui arrivent et on a déjà un petit peu débordé, donc on pourra peut-être pas toutes les traiter, pardon. En revanche, ce qui m'intéresse, avant qu'on passe à la dernière, c'est que si ça vous intéresse, manifestez-vous là dans la boîte à chat ou dans le mode question, parce qu'on pourrait très bien imaginer mettre en place cette table ronde après les Jeux pour faire le bilan sur tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Et traiter peut-être les questions qu'on n'aurait pas pu traiter. Donc une dernière question, je crois que Samuel l'avait rapidement évoqué tout à l'heure, mais quel serait le rôle de l'intelligence artificielle dans les attaques cyber liées au JO? Ah, mais si, vu on a dépassé, je vais donner les 2 mots-clés. C'est la rapidité et la véracité. Et la capacité à véritablement produire du contenu de manière extrêmement rapide. Et en fait, on le voit, et ça vaut effectivement pour le continuum et cyber et des informations. C'est-à-dire que d'un point de vue d'une attaque cyber, la partie reconnaissance, en fait, toutes les phases en amont, toutes les phases pendant
Il y a peut-être éventuellement que les phases en aval qui ne sont pas concernées. Toutes ces phases sont complètement compressées par effectivement la capacité de l'intelligence artificielle à générer que ce soit des payloads ou du contenu. Et même chose pour la désinformation, c'est vraiment la capacité à créer du contenu qui paraissent complètement crédibles de manière extrêmement simple et extrêmement rapide et très adapté aussi au contexte, c'est-à-dire être en capacité de réaction. Et je pense que tout ce qu'on a vu et tout ce qu'on a évoqué d'ailleurs d'un point de vue désinformation depuis le début de ce webinaire, en fait, on le sait, enfin, tous ces contenus-là ont été quasi tous créés via de l'intelligence artificielle. Merci Samuel. Alexandre, est-ce que tu veux compléter là-dessus? Moi, je pense que Samuel a dit les principales. Ça marche. Je peux pas m'empêcher de poser une dernière, j'avais dit que c'était la dernière, mais que je trouve intéressante parce qu'elle aborde un biais différent, le biais humain. Est-ce que vous avez des conseils pour gérer le stress ou la psychologie des équipes dans la période ou pendant une potentielle attaque? Stéphanie? Oui, je ne vais pas pouvoir m'empêcher de répondre là, c'est ce qu'on fait tous les jours. Il est certain que de s'être entraîné au préalable, donc là je parle de l'optique où on s'est préparé, ça fait considérablement baisser le niveau de stress des équipes parce qu'il y a moins d'incertitudes. Parce qu'il faut bien avoir en tête qu'une situation de crise, qu'elle soit cyber ou autre, c'est surtout une situation faite de beaucoup d'incertitudes et c'est aussi ça qui occasionne beaucoup de stress. Donc déjà, quand on a pu s'entraîner, on voit que le compteur du stress baisse un peu. Il n'empêche que ce n'est pas toujours le cas et que même quand c'est le cas, il faut prendre soin des équipes. Il y a des choses toutes bêtes auxquelles on ne pense pas forcément, c'est de s'assurer que tout le monde a bien à boire, à manger, fait une pause toutes les 3-4 heures. Ça semble vraiment bateau, mais en fait, c'est des choses qu'on oublie. Et on a des cellules de crise parfois qui nous appellent au bout de 8 heures et qui disent, mais en fait, on démarre et on a l'impression qu'on est déjà en train de craquer et tout simplement, personne n'a pris le temps de sortir 2 minutes, boire un verre d'eau, etc. Donc ça, c'est des choses toutes simples, mais il faut se discipliner, quitte à mettre un réveil, un timer, mais voilà, des choses comme ça pour se discipliner aussi sur ces aspects. Je l'ai effleuré du doigt tout à l'heure, mais bien organiser des temps de repos. Et c'est aussi là que les RH ont un rôle clé. C'est qu'en fait, quand on est dans la crise, on est porté par l'adrénaline et on ne se rend pas forcément compte. Et en fait, on a un peu l'impression, pour ceux qui font de la course à pied un peu longue, ça doit vous parler, au début, c'est un peu raide et puis au bout d'un moment, on est lancé, on a l'impression qu'on pourra courir 100 km. Sauf que non. Et qu'à un moment, on va se prendre le gros coup, quoi. Donc les équipes RH, elles doivent aussi être là pour dire stop et forcer parfois, j'emploie volontairement le mot de forcer, de dire voilà, maintenant tu rentres chez toi, quelqu'un va prendre la relève. Et en fait, on a l'impression que la crise ne va pas pouvoir continuer si on ne reste pas dans la cellule parce que tu comprends, c'est tellement essentiel ce que je suis en train de faire. C'est un biais hyper humain. Et donc, juste pour finir, tout ce stress, etc., il faut y faire attention pendant la crise. Mais nous, ce qu'on voit, c'est qu'il faut aussi y faire attention en sortie de crise. Parce que les crises cyber, elles durent 2, 3, 4 semaines, voire beaucoup plus. Et il y a un épuisement beaucoup plus profond qui s'installe. Sauf qu'autour, on n'y fait pas forcément attention et que, bon, bah, ça y est, on sort de la crise progressivement, tout le monde revient à la normale. Mais pas forcément les équipes qui ont été en première ligne, qui ont vécu pendant des semaines à un rythme très intense où tout le monde allait dans le même sens. Et c'est là qu'il faut faire très attention à de possibles décrochages un peu psychologiques ou perte de motivation des équipes. Et là, il faut vraiment accompagner, organiser des temps d'échange. Et puis tout simplement, on peut peut-être l'oublier, alors beaucoup moins qu'avant, mais remercier en fait les équipes parce qu'elles ont quand même probablement sorti l'entreprise d'une situation extrêmement complexe et on ne peut pas juste se dire qu'on repart le lundi dans 4 semaines comme si de rien n'était, quoi. Merci Stéphanie. C'est bien de terminer là-dessus, sur les hommes et les femmes qui sont derrière tout ça. On a un petit peu débordé, j'en suis désolée, mais on avait beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à partager. Un grand merci à tous de nous avoir rejoints, d'avoir posé vos questions. On espère que ça vous a apporté un éclairage intéressant, que ça a répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez les contacts de chacun des experts aujourd'hui. Et puis encore une fois, à nous dire si vous avez envie qu'on remette tout le monde autour de la table dans quelques mois pour faire le bilan. Un grand merci, Colline, Stéphanie, Samuel, Alexandre. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée. Merci. Merci à Merci. tous.